bienvenue dans la Grande Librairie pour parler ce soir d'un livre événement dont je me doutais de l'importance, mais dont je ne mesurais pas, je dois dire, la puissance, la force de l'écriture, la façon surtout dont il nous engage. Ce livre, il s'appelle « Et la joie de vivre » et il sort la semaine prochaine, le 17 février, dans 22 pays. Bonsoir, Gisèle Pellicot. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder votre première télévision, votre premier entretien à la télévision. Merci de votre confiance. À vos côtés, Judith Pérignon, journaliste, romancière, qui vous a accompagné, Gisèle, dans l'écriture de ce livre. Bonsoir, Judith. Bonsoir. Merci d'être ici. Dans ce livre, Gisèle Pellicot, vous retracez ce qu'a été votre vie depuis la découverte, en novembre 2020, des viols orchestrés par votre ex-mari pendant plus de 9 ans. Les 51 accusés, dont Dominique Pellicot, ont tous été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Vous racontez en détail le procès dit des viols de Mazan qui s'est déroulé entre septembre et décembre 2024 et la violence dont certains avocats de la défense ont fait preuve à votre égard. Vous parlez des conséquences de cette histoire sur la relation avec vos enfants et en particulier avec votre fille, mais aussi de votre histoire avec Dominique Pellicot, avec qui vous avez passé plus de 50 ans dans une relation conjugale qui semblait des plus ordinaires. On y reviendra, évidemment, précisément. Mais avant toute chose, je le disais, c'est la première fois que vous prenez la parole à la télévision pour parler de votre histoire, dans le détail, en public. Et j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce soir, comment vous vous sentez? Aujourd'hui, bien sûr, je vais mieux. Je vais mieux et ce livre m'a permis quand même de faire une introspection sur moi-même, de faire un état des lieux de ma vie et d'essayer de me dire qu'il fallait que j'essaye de me reconstruire sur ce champ de ruines. Qu'est-ce que ça représente d'être ici, face à moi, face au public, toutes celles et ceux qui vous regardent ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut surtout dire que je suis une femme debout aujourd'hui. Parce qu'on a toujours tendance à se dire que la victime doit être une bonne victime, c'est-à-dire dépressive, suicidaire. Moi, je veux montrer aujourd'hui que ce livre est un message d'espoir à toutes les femmes qui traversent des périodes très compliquées dans leur existence. Se dire on a tous en nous les ressources nécessaires qu'on ne soupçonne pas. Souvent, on ne soupçonne pas la force qu'on peut avoir en soi. Et c'est ça aussi que je veux dire aujourd'hui. C'est important d'avoir Judith Pérignon à vos côtés. Très important. Quelle amitié est-ce que vous avez noué toutes les deux? Judith, on a passé pratiquement 1 an ensemble. On a démarré en février. Ça a été une rencontre pour moi très importante, enrichissante, douloureuse aussi. Mais elle a su retranscrire parfaitement ce que je lui ai confié de ma vie. Je lui ai fait une totale confiance et ça a été une magnifique rencontre. Judith Pérignon, la confiance. Bah oui, il faut la confiance pour passer... Quand on écrit, on ne se connaissait pas. Et souvent, c'est la vie à l'envers de venir écrire pour quelqu'un. Parce qu'on se dit tout, on parle. On se dit tout, on se met à nu tout de suite alors qu'on ne se connaît pas. Donc ça passe par une confiance. Et donc aussi des choses qui ne sont pas dites. On s'est reconnus, on s'est très vite entendus. Et moi, justement, rencontrer Gisèle, c'était une femme avec qui la relation est toute simple, tout de suite. Et donc ça éteignait le poids de cette affaire qui est immense. Oui. C'est vrai que votre histoire, Gisèle Pellicot, pendant toute la durée du procès de vos agresseurs, elle a été rapportée, elle a été commentée, elle a été disséquée dans les journaux du monde entier. À quel moment est-ce que vous avez ressenti le besoin, vous, de la raconter, votre histoire, avec vos propres mots, d'en donner votre version à vous? Il est vrai que pendant ces 4 mois de procès, j'ai très peu pris la parole. J'ai dû parler à peu près 4 minutes en tout. Parce que je suis une femme pudique, discrète, et je ne souhaitais pas me mettre en avant. J'ai eu besoin d'ailleurs de prendre de la distance après ce parcours médiatique. Et puis, je me suis dit que le fait est, quand on vit des moments aussi douloureux, quand je me suis opposée à ce huis clos, parce que j'ai cheminé, ça ne s'est pas décidé comme ça du jour au lendemain, et il m'a fallu 4 ans. Parce que cette honte, elle vous colle à la peau. Et cette honte, c'est une double peine, c'est une souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Et je me suis dit que de lutter à l'échelle individuelle contre cette honte, c'était aussi œuvrer pour le collectif. Je n'ai pas pensé qu'à moi à ce moment-là. Je me suis dit que si j'étais capable de le faire, d'autres personnes pouvaient le faire. D'ailleurs, vous dites très bien, Gisèle Pellicot, que cette histoire, elle vous appartient plus totalement, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ma parole, je n'aurais jamais pensé que ma parole trouverait un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières. Ça m'a totalement dépassé l'ampleur de ce procès. Parce que quand je suis arrivée au début, le 2 septembre 2020,
Je sais que j'ai pris ma décision et je sais que je ne reviendrai jamais sur cette décision. Elle est prise, je vais l'affronter jusqu'au bout. Mais je ne me rends pas compte de l'ampleur que va donner ce procès. Et ça m'est vraiment... j'ai vu ces femmes arriver tous les jours, ces milliers de lettres que j'ai reçues tous les jours. Il y avait marqué sur les enveloppes Gisèle Pellicot, Mazan ou Gisèle Pellicot, Avignon. Et ça arrivait directement dans la salle, dans la cour d'assises d'Avignon. Et ça m'a submergée et bouleversée, bien sûr. On va y revenir, évidemment, sur ces réponses qui sont si importantes et qui guident aussi l'écriture de ce livre. Pourquoi c'est important d'en faire un livre, Judith Pérignon? Qu'est-ce que ça change que ce soit un livre? Parce que le livre, il nous offre le temps de chercher les mots, il nous offre le temps de dire qui est Gisèle Pellicot. Tout le monde connaît son visage, son nom, ce qui lui est arrivé, mais personne ne sait qui elle est. Et au fond, tout le monde disait, elle est si digne, elle est si forte. Mais pour comprendre Gisèle, il faut raconter toute son histoire. Et il n'y a que le livre qui nous offre les outils et les mots pour faire ça. Et puis, pour comprendre Gisèle, quand on lit ce livre, il faut entendre qu'on peut renaître de ses cendres et qu'on peut retrouver la joie de vivre. Après tout, c'est le titre du livre. Oui. Et la joie de vivre. Oui. Je pense que cette joie de vivre, elle a toujours été en moi. Parce que toute petite, j'explique que j'ai vécu des drames très jeune. Mais Vous avez perdu votre mère quand vous étiez toute petite? J'ai perdu ma mère très jeune. Sa maladie commence quand j'ai 4 ans. Donc je vois qu'il se passe des choses. On n'arrive pas à mettre des mots à ce moment-là. Moi, j'ai une petite fille, mais je comprends très vite les mots qu'on ne dit pas, qu'il se passe quelque chose de grave. Et je grandis aussi plus vite que les autres, en fait. Quand on perd sa maman à 9 ans, ce que j'explique dans mon livre, ce 31 janvier 1962, je comprends très vite que je ne serai plus une petite fille que les autres, que je vais devoir grandir plus vite que les autres. Je deviens une adulte, parce que je vois le chagrin de mon père dévasté et celui de mon frère aussi. Donc j'ai ce besoin de les protéger. Mais cette joie de vivre, elle ne me quittera jamais, parce que je vois encore les rires de ma mère, même quand elle souffrait. Et ça c'est dans mon ADN, en fait. Parce que c'est vrai que cette histoire, Gisèle Pellicot, qu'on connaît tous et toutes, même si on va y revenir, elle aurait pu vous détruire. Vous auriez pu ne jamais vous relever. Qu'est-ce qui a fait la différence pour autant? Qu'est-ce qui a fait votre force? Qu'est-ce qui vous a aidé justement à la retrouver quand même? Parce que vous avez perdu espoir à certains moments quand même dans cette histoire. C'est vrai qu'on a des moments très compliqués. Bien sûr que j'ai traversé un tsunami. Ça a été une déflagration, cette histoire. Ce 2 novembre, ma vie s'est écroulée. J'explique, j'ai pris un TGV pleine figure. Et se dire, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce que j'ai passé 50 ans avec Monsieur Pellicot. Et on est fait de souvenirs et la vie ne se rejoue pas. Mais j'avais besoin aussi de penser que ces 50 ans n'avaient pas été qu'un mensonge pour continuer à vivre. Parce qu'autrement, j'étais morte et j'étais morte depuis longtemps. Ça aussi, ça m'a donné... J'ai trouvé cette force en moi parce que je pense que je fonctionne comme ça. Même malgré les difficultés que j'ai traversées dans cette salle d'audience où j'ai connu l'humiliation, j'ai connu des moments très compliqués, je n'ai jamais lâché. J'ai eu cette force en moi de me dire je leur tiendrai tête jusqu'au bout. Alors, le 2 novembre 2020, c'est effectivement par cette journée que vous commencez votre livre. Et je voudrais me tourner vers vous, Judith Pérignon, parce que c'est une vraie question. Comment on commence une histoire pareille? Comment on choisit de commencer par cette date-là? C'est une discussion que vous avez eue toutes les deux? Oui, Gisèle avait l'intuition qu'il fallait commencer par ce jour. C'est ce jour où sa vie bascule. Hein. Ils sont convoqués au commissariat pour cette histoire où M. Pellicot est accusé d'avoir filmé sous les jupes des femmes. Et Gisèle ne se doute pas encore de ce qu'elle va découvrir. Et on sent encore dans la maison planer toute cette vie douce qu'espérait Gisèle à la retraite à Mazan. Et c'est les dernières heures, les derniers En fait, moments. au moment de vous rendre dans ce commissariat, Gisèle Pellicot, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez découvrir? C'est terrifiant de le dire aujourd'hui, mais il est vrai que M. Pellicot s'est fait surprendre dans le marché, à Carpentras, sur le supermarché. Il me le dit, il m'annonce qu'il a fait une bêtise. Et alors je m'étonne, parce qu'il ne m'avait jamais fait de coup bas, enfin, que je crois. Et il me dit qu'il a fait 2 photos sur ce gîte de femme. Donc bien sûr, je lui dis, mais pourquoi? Et toute ma vie, je l'ai soutenu, parce qu'un couple, c'est ça aussi. On partage les bons moments et les mauvais. Et je me dis que je vais l'aider, qu'il sera suivi par un psychologue, et que bien sûr, il devra s'excuser, mais que je ne le lâcherai pas, que jusqu'au bout, je serai à ses côtés. Alors, vous êtes auditionné par le sous-brigadier Laurent Perret, et là, vous comprenez assez vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il vous dit, Monsieur Perret? Quelle question est-ce qu'il vous pose?
La première question qu'il me pose, il faut savoir que M. Pellicot est passé en premier, et moi je crois que M. Pellicot va se retrouver dans le bureau du brigadier Perret alors qu'il n'en est rien. Et je m'étonne, mais il commence à me poser des questions, définissez votre nom, votre prénom, et puis de me dire, mais comment vous définissez votre mari ? Et je suis un peu surprise, mais je lui dis, mais vous savez, moi, mon mari est bienveillant, attentionné, je n'ai pas de souci avec M. Pellicot, j'ai fait une totale confiance. Et là, je sens dans son regard qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Oui. parce que je sais après ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est ce jour-là, Gisèle Pellicot, lors de cette audition, que vous voyez pour la première fois des photos de vous, 3 photos en l'occurrence, de vous inconsciente, en porte-jartel, prises par votre ex-mari, des photos où des inconnus vous violent. Quelle est votre première réaction quand vous découvrez ces photos ? Comment vous réagissez ? Je ne me reconnais pas sur les photos. Vous dites, c'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. Première photo, je dis, mais c'est pas moi. Je ne reconnais pas l'individu qui est à mes côtés. Deuxième photo, et là, il me dit, mais Madame Pellicot, c'est votre chambre. Ce sont bien vos tables de nuit, ce sont bien vos lampes de chevet. Donc, je mets mes lunettes. Et là, je découvre en effet cette femme inerte sur son lit, qui n'a plus de conscience, qui n'a plus d'âme, avec un homme qu'elle ne connaît pas. Mais je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau a fait une dissociation. Je ne réalise plus ce qu'on est en train de me dire, je n'entends plus ce qu'on me dit. Combien de temps il a fallu pour que vous preniez conscience que cette femme, c'était vous ? Il m'a fallu 5-6 heures, le temps que je rentre chez moi, que j'appelle une amie, parce que M. Perret avait souhaité que je ne reste pas seule dans cette maison, vu que tous ces individus n'étaient pas encore tous arrêtés. Il n'y avait eu que M. Pellicot qui était en garde à vue. Et là, je dis à mon amie Sylvie de venir me rejoindre. Et là, au moment où elle s'assoit dans mon salon, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose de grave à te dire. Dominique m'a violée et fait violer. Et c'est la première fois où je prononce le mot viol. Et là, pour moi, je sens que vraiment ma vie va s'écrouler, quoi. C'est donc une histoire de mots. Là aussi, Judith Perrignon, il faut les dire pour que ça existe. Oui, il faut nommer les choses. Et c'est vrai qu'on sent dans ce livre et dans tout le temps qu'il a fallu à Gisèle pour les nommer, y compris revisiter ses souvenirs et puis s'isoler. Il y a tout un moment où elle cherche la solitude, justement pour chercher ses forces en elle, cette force qu'elle a eue dans l'enfance. Et puis après, elle va aller chercher les autres quand elle va ouvrir le procès. Mais il y a vraiment, par les mots, par les silences aussi, Gisèle fait un chemin assez incroyable. Vous le savez, Gisèle, certains se sont dit que c'était impossible que vous vous soyez rendu compte de rien. D'ailleurs, vous l'écrivez dans votre livre, ça revient à 3 reprises. Certains vous ont pas cru, et peut-être même certains vous croient toujours pas. Qu'est-ce que vous leur dites, vous ? Peut-être qu'ils ne n'y croient pas parce que c'est une manière peut-être de se rassurer aussi, de dire, moi je vis avec mon mari, je me serais rendu compte s'il m'avait droguée. Il faut savoir que pendant presque 10 ans, enfin 9 ans en tout, parce qu'on n'a pas fini la 10e année, j'ai vécu des errances médicales. J'ai consulté des neurologues, 3 neurologues. Aucun n'a fait le bon diagnostic, des gynécologues. J'ai vécu des anesthésies générales, c'est-à-dire que mon corps ne se souvient de rien. Quand on voit les vidéos qui sont insoutenables, intolérables, il est heureusement pour moi que je n'ai pas de souvenirs, parce que je pense que je ne serais certainement pas devant vous ce soir. C'était impossible. C'est parce que c'était impensable, en fait, Non, qu'il y a eu c'était- cette errance médicale, Oui, parce qu'on oui, était incapable oui. ne serait-ce que d'imaginer que c'était possible. Le premier neurologue que je consulte, M. Pellicot, m'accompagne toujours. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'ai 64-65 ans. Aujourd'hui, j'ai 73 ans, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Et il me demande, qu'est-ce qui vous arrive ? Et je lui dis, vous savez, je pense que j'ai un début d'Alzheimer, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai fait la veille. Alors, il me regarde et il me dit, certainement pas, si vous aviez cette maladie, vous ne seriez pas en train de me le dire. Il m'examine, tout est normal, il me dit, écoutez, je pense que vous avez fait un ictus cérébral, c'est pas grave, on n'en fait pas d'autres. Il me laisse rentrer chez moi, mais moi je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que les absences continuent. Et je consulte une deuxième neurologue. Entre-temps, je fais un scanner, parce que je suis persuadée que la maladie de ma maman est en train de... Ça va se répéter, parce que c'est aussi à ça que je pense à ce moment-là. De me dire, j'aurais eu plus de chance qu'elle, j'aurais vécu plus longtemps qu'elle, mais je me prépare à cette éventualité. Et la deuxième, c'est une femme, la deuxième neurologue me regarde, elle ne regarde même pas mon scanner et elle me dit, Madame, je vous trouve très anxieuse. Je vais vous prescrire de la mélatonine magistrale. Qu'est-ce que vous faites de tout cela quand le troisième vous dira, préparez-vous, cette femme a le début de la maladie d'Alzheimer. On fait quoi de tout ça aujourd'hui ? Alors c'est glaçant ce que vous nous racontez, Gisèle Pellicot, et je suppose, puisque vous parlez à la toute fin du livre, d'une mission qui vous habite, que vous avez trouvée,
que désormais, à partir de maintenant, vous allez justement essayer de partir pour expliquer, justement, pour témoigner Oui. et pour que ça avance, pour que ça Oui. change. Je pense que ce procès, déjà, a réveillé les consciences collectives et on a parlé de la soumission chimique. Il faut savoir quand même que la soumission chimique est un outil de violence. Et cette violence est un outil de domination masculine. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'en France, c'est universel. Et il faut alerter. Je voulais que mon histoire serve aux autres. De se dire qu'une femme qui le matin se lèvera, ne se souviendra pas de ce qu'elle a fait la veille, s'interrogera. Et elle pourra se dire, tiens, ça me rappelle le procès Pellicot. Et les médecins aussi s'interrogeront. Oui. Les médecins aussi auront ça en tête, possiblement. Oui. Complètement. Et en plus, je trouve que dans ces scènes, ce qu'on voit, c'est l'image qu'on a d'une femme vieillissante, d'une femme obsolète. On ne se pose plus de questions de sa sexualité parce qu'au fond, elle n'en a peut-être plus. Elle ne sert plus à rien. La femme sortie de la maternité, la femme ménopausée. Et je trouve que ça aussi, ça pèse sur ces pages. Et voilà, et ces anxiétés, c'est normal, elle vieillit. Enfin, et justement, regarder les femmes autrement, y compris quand elles vieillissent, c'est important. En fait, ce que vous décrivez toutes les deux, c'est vraiment un impensé. Et je vais vous dire ce qu'il y a d'absolument troublant dans votre livre, Gisèle Pellicot, que j'ai lu 2 fois, en réalité. C'est qu'au moment où vous apprenez ce que vous avez subi, l'un de vos premiers réflexes, c'est de penser à celui qui est encore votre mari. Vous ne pensez pas à vous, vous pensez à lui, à Dominique Pellicot. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça, à votre avis? Alors, je pense que ça dit... J'ai toujours été tournée vers les autres. Je me suis un peu oubliée, en fait, mais j'ai toujours été quelqu'un qui était tourné vers les autres. Je me suis jamais mis en avant, j'ai toujours protégé l'autre. C'est ma façon de fonctionner. Enfin, quand même, quand on apprend ça. Je pense que je suis encore accrochée à mes souvenirs. Je n'imagine pas que tout ça est réel, en fait. C'est compliqué pour moi de faire ce chemin-là. Il m'a fallu du temps. Il faut du temps. On n'y arrive pas en un claquement de doigts, c'est impossible. Je crois que ce qu'il y a de très intéressant à dérouler le fil de la vie de Gisèle, c'est quand on met de côté cette part monstrueuse, ces viols, et qu'on regarde même le couple, on retrouve des enjeux très féminins, des mécanismes très féminins dans le couple, et de protection de la famille, que tout aille bien, de protection du mari. On s'inquiète pour lui quand son travail ne marche pas. On s'inquiète pour la famille. Et ça, je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans cette inquiétude permanente, cette façon de protéger toujours l'autre qui est rarement réciproque. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez voulu faire exister l'histoire d'amour aussi avec Dominique Pellicot dans ce livre-là, Gisèle. Oui, bien sûr, parce qu'on s'est mariés très jeunes. Je l'ai rencontré, on avait 19 ans tous les deux, ça a été un coup de foudre. Ça a vraiment été une grande histoire d'amour. Et en plus de cela, je le savais, il vivait dans une famille où le père était tyrannique, autoritaire, où il n'était pas très heureux. Je crois qu'il a vraiment rencontré une famille qui baignait d'amour. C'était ma famille, du côté de ma mère. Donc je savais qu'on allait faire de grandes choses ensemble. Oui, à vous lire, c'est comme si vous étiez sauvés mutuellement. Oui, c'est ce que vous écrivez c'est ça. d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, je pense que j'ai cet instinct de vouloir toujours sauver les autres. Mais j'ai pu aussi me sauver moi. Et maintenant, je pense que je me suis sauvée aussi. Alors, Gisèle, vous racontez 50 ans de vie commune avec des hauts, avec des bas, mais beaucoup de moments de bonheur. Et la question qui se pose tout de suite au lecteur et qui a dû se poser à vous, c'est que faire de ces bons souvenirs au fond? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est au courant, une fois qu'on a compris ce qui s'était passé? Et c'est une question que vous vous posez dans le livre. Qu'est-ce que j'en fais de ces souvenirs? Alors, tout ce que j'en fais aujourd'hui, j'ai voulu garder, je crois que je les garderai jusqu'à mon dernier souffle. C'est tous ces bons moments que j'ai passés avec M. Pellicot, parce que j'ai eu mes 3 enfants, on a été heureux ensemble, bien sûr, on a traversé des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Problèmes de santé, les problèmes de couple, les problèmes financiers, mais on s'était toujours relevé de cela. Et je pense que ça, alors c'est vrai que ça peut surprendre. La plupart des gens voudraient tout jeter à la poubelle, pas moi. Moi, j'ai voulu garder les bons souvenirs. Et ce qui est arrivé après, je les ai enfermés à clé, à double tour, dans un tiroir que je n'ouvrirai plus jamais. Vous allez même plus loin. Vous dites, si j'efface ces souvenirs-là, Oui, je meurs, en fait. Je meurs, exactement. Mais oui, il ne reste plus rien de moi. En fait, c'est ce que je dis aussi à un moment. Mes enfants sont retournés à leur vie, mais moi, je n'en ai plus à ce moment-là. Il ne me reste plus rien. C'est 50 ans passés avec M. Pellicot. C'est le vide. La première fois que j'ai vu pleurer Gisèle, elle sourit beaucoup, Gisèle. Elle est comme, c'est pas faux. Elle est comme ça. Ça s'appelle la joie de vivre. Voilà. Donc Gisèle sourit beaucoup. Mais effectivement, dans nos entretiens, la première fois que je l'ai vue pleurer, qu'elle s'est laissée surprendre par les larmes, c'est quand elle me racontait la rencontre avec lui. Et elle m'a dit, mais cet homme allait m'aimer. Et c'était une sensation encore très forte, alors qu'on parle de 1971 et que la vie avait roulé et toute cette affaire s'était révélée. Mais je pense que cette rencontre,
c'était une manière de clore cette enfance difficile, marquée par la mort de sa mère, par une adolescence sous la férule d'une belle-mère la plus marâtre possible. Et donc, moi, j'ai tout de suite senti chez Gisèle que l'écho du passé, même lointain, était très important. Tous ces virages dans la vie, alors ces chagrins ou ces moments de réconciliation avec la vie, étaient encore très vivants, très vivaces en elle. Et ce qui donne un tour au livre, justement, passionnant. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, Gisèle Pellicot, pour votre ex-mari Dominique Pellicot? Question très compliquée, parce que je sais que cet homme est incarcéré pour 20 ans aujourd'hui. Je trouve que c'est un sentiment de trahison et d'indignation, bien sûr. Je n'ai jamais été dans la colère ni dans la haine, parce que ça, je ne sais pas faire. Ça ne m'a jamais. Mais beaucoup d'indignation et bien sûr, et de trahison, bien sûr, aujourd'hui, Vous écrivez que vous comptez aller le voir en prison, que c'est un souhait que Oui. vous émettez. bien sûr. Vous y êtes allé déjà? Non, je n'y suis pas allée, mais j'ai l'intention d'y aller parce que je n'ai pas pu échanger avec M. Pellicot pendant tout ce procès. Quand je m'adressais à M. Pellicot, je regardais le président. Je ne m'adressais pas directement à M. Pellicot. Mais j'ai besoin, oui, on n'a pas pu se parler pendant plus de 5 ans. Et ça fait partie aussi de mon chemin de reconstruction, d'aller échanger avec lui, droit dans les yeux, lui demander pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que c'est par rapport à sa fille aussi? J'ai besoin de réponses, bien sûr. Votre fille, Oui. Caroline Darian. Caroline, oui. À partir de ce jour de novembre 2020, le jour où tout bascule, vous racontez que vous allez devoir donc regarder la vérité en face, que vous allez devoir, je vous cite, réexaminer votre vie, chercher les moments, les signaux que vous n'avez pas su déchiffrer. Avec le recul, Gisèle Pellicot, quels signaux vous ont échappé, que vous auriez pu voir peut-être? Je pense que j'en ai eu plusieurs, mais à l'époque, je ne m'autorisais peut-être pas à aller au fond des choses. Je raconte ces taches sur ce petit pantalon jaune au tout début que nous sommes arrivés à Mazan, où je lui demande si par hasard il ne me droguerait pas. C'est une scène assez folle Voilà. quand on connaît la suite. Exactement. Et là, il se met à pleurer en me disant « Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire ?» Là, c'est-à-dire que vous approchiez de la vérité. Exactement. Alors, est-ce que c'est mon inconscient? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Mais son attitude m'a totalement déstabilisée et c'est moi qui lui demande pardon. C'est moi qui me culpabilise, en fait, de dire « Mais pourquoi j'ai-été lui dire une chose pareille ?» Et après, on n'en a plus jamais reparlé. Il y a eu un autre épisode où il me sert une bière blanche où j'ai cru qu'il avait mis de la menthe. Change de couleur. Il change de couleur et naturellement, je lui demande comment se fait-il et il verse le contenu dans l'évier. Mais à ce moment-là, je n'y pense plus du tout. Je ne pense pas du tout qu'il est en train de m'empoisonner à petit feu. Je n'y pense pas du tout. Diriez-vous que l'écriture de ce livre, ça a été l'occasion d'ailleurs de retrouver, d'enquêter quelque part sur tous ces signaux-là? Je pense qu'avec Judith, quand on a revisité tout ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me sont revenues, que j'avais dû sûrement enfouir au plus profond de moi-même, peut-être pour ne pas voir tout ce qui avait pu me faire du mal. C'était une manière de me protéger, certainement. Je pense comme la plupart des victimes. Oui, je crois, et je crois que c'est même remonter plus loin, c'est vraiment se dire, mais à quel moment on n'est plus vraiment ce couple à égalité et amoureux? Il y a des moments importants, l'après-maternité, la demande sexuelle qui change, parce que tout à coup la femme devient mère et elle n'est plus exclusivement tournée vers lui. Oui. Ça, c'est des moments passionnants à écrire, parce qu'on n'est pas encore une fois, dans le fait. On est dans la vie quotidienne d'un couple, dans des pavillons de la périphérie parisienne, et on est dans la vie ordinaire d'un couple, et des questions qui traversent beaucoup de couples. Oui, et qui interpellent, vous avez raison, tout le monde, et qui interpelleront vos lecteurs et vos lectrices, Gisèle. Lors de sa dernière audition, pendant le procès, Dominique Pellicot a déclaré, vous le racontez dans votre livre, avoir voulu soumettre une femme insoumise. Cette déclaration, qui paraît folle quand on la lit, comment est-ce que vous l'avez comprise? De quoi il parlait? Parce que dans notre couple, je n'étais pas du tout une femme soumise, comme la plupart des couples où le mari a une emprise sur sa femme. Moi, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours travaillé, indépendante financièrement aussi, et j'étais une femme de caractère quand même. Vous disiez non. Je disais non. Ça m'est arrivé de dire non. Des fois, je disais oui, bien sûr, mais j'étais souvent en opposition quand je n'étais pas d'accord avec lui. Et je pense que quand il dit qu'il a soumis une femme insoumise, c'est qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas assouvir tous ses fantasmes. Donc, il a trouvé la parade pour pouvoir le faire. Alors, ce qui est fou, c'est que vous vous sentez coupable, en fait, quand vous dites non. Cette culpabilité, Gisèle Pellicot, vous l'avez encore? Ou elle est partie? Je ne l'ai plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense que je suis une femme je me suis réattribué ma vie, parce que ce procès est terminé depuis le 19 décembre. Il y a eu l'appel du mois d'octobre en 2025, parce qu'il y a eu quand même un accusé qui a fait appel. Mais aujourd'hui, non, je me sens une femme apaisée, sereine. Je ne regrette absolument pas de m'être opposée à ce huis clos. Je pense que cette décision, je ne l'ai jamais regrettée. Et ce que je voudrais surtout, c'est qu'à travers ce livre, qui est un message d'espoir aussi, de dire à toutes les victimes, n'ayez jamais honte. Regardez et ne perdez jamais confiance en vous. Parce que quand on est victime, on a cette honte que j'ai expliquée qui est une double peine, mais on perd aussi confiance en soi. Et j'espère que ce livre va donner la force à toutes ces femmes qui n'osent pas le faire. C'est exactement ce que vous disiez, en fait, Judith Pérignon. Il est écrit « J'avais été cette femme qui place la satisfaction de l'homme avant la sienne ». Ça, c'est une phrase qui va interpeller beaucoup de gens. Ah oui. Ah oui, je crois que justement il faut que les gens se disent, se défacent de l'idée qu'ils ont de Gisèle juste dans ce procès et qui rentrent dans ce livre en suivant le fil de sa vie. C'est vraiment l'histoire d'une femme née après-guerre, qui est jeune dans les années 60, donc qui commence à entendre tout ce nouveau discours qui libère la femme, c'est la libération sexuelle, qui en même temps rêve d'une famille parce qu'elle n'a pas eu le bonheur familial, elle a perdu sa mère si jeune. Et donc, c'est vraiment au croisement du rêve féminin, des discours de la société qui la libère et qui en même temps l'enserre encore. C'était vraiment très intéressant à raconter comme ça. Et jamais, je dois dire, en tant que lecteur, le livre ne verse dans l'obscénité, dans la vulgarité, dans le sordide. Pour autant, et c'est ça qui est quand même très intéressant, on accède à votre intimité, Gisèle Pellicot, à votre chambre, en fait, à votre vie dans ce qu'elle a de plus privé. Cette chambre dont vous dites, c'était la chambre des viols, mais c'était aussi la mienne. Oui. Et c'est très troublant, et il y a presque quelque chose de l'ordre du tabou, je dois vous dire. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est obligé d'en passer par là pour prendre la mesure de ce qui s'est joué. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez compris qu'il faudrait exposer cette intimité? Il y a bien un moment donné où vous vous êtes dit, mais je vais devoir tout dire, je vais devoir tout balancer. Pas été facile, hein, parce que quand on est une femme pudique comme moi, je savais que ces vidéos allaient diffuser dans cette salle d'audience. Mais c'est aussi ce qui attestait la vérité. Donc c'est pour ça, quand j'ai pris cette décision de m'opposer au huis clos, je savais que les vidéos allaient être diffusées, mais je ne les avais encore pas regardées. Et donc mes avocats m'ont dit, là, attention, ça va changer la donne, il va falloir les visionner. Ça, pour moi, ça a été un moment très compliqué. Il faut revenir là-dessus, parce qu'en fait, effectivement, au départ, ça doit se tenir en huis clos, et un jour, vous changez d'avis. Un jour, vous êtes en train de marcher à l'île de Ré, et en fait, dans votre tête, vous vous dites, bah non, on va les voir, ces gens. On va les voir, on va voir leur visage, on va connaître leur identité, et la honte va changer de camp. Oui. Cette phrase, elle résonne encore aujourd'hui. Elle n'est pas de moi, hein. Je crois que la première personne qui l'ait prononcée, je crois que c'est Gisèle Halimi lors des procès d'Aix-en-Provence. Mais oui, il fallait qu'elle change de camp parce que c'est toujours la victime qui a honte. Et c'est pas aux victimes d'avoir honte. Les victimes, elles peuvent tenir debout. C'était aux accusés d'avoir honte. On a découvert leur nom, leur prénom, leur profession. Et c'est parce que quand on rentre dans cette salle d'audience, qu'on est victime, la victime est forcément coupable. On la soupçonne toujours. Et c'est elle l'accusée, et derrière moi, il y avait 51 victimes. C'était ça aussi. D'ailleurs, les avocats de la défense sont furieux que vous choisissiez de lever le huis clos. Oui. Là, j'ai vu dans leur attitude que ça allait être très difficile pour moi. Mais j'ai tenu. Vous dites qu'ils m'auraient massacré. Je pense que si j'avais pas levé le huis clos, oui, je pense qu'il aurait été difficile pour moi d'y arriver, même si j'étais bien préparée par mes avocats et aussi ces jeunes femmes de l'aide d'associations aux victimes qui m'accompagnaient pendant tout le procès. Je pense que oui, j'en aurais bavé parce que quand j'ai vu la manière dont ils se sont comportés à mon égard, alors que j'étais avec toutes les preuves, parce que j'avais aussi toutes les preuves, c'était compliqué. Alors j'imagine quand vous êtes une victime et que ça se passe à huis clos, je ne sais pas comment on peut se relever de tout ça. Vous en doutez quand vous prenez cette décision de lever le huis clos, Gisèle? Vous vous doutez de l'importance de ce que vous faites, de l'impact que ça va avoir? Du tout. Du tout. Cette décision, je ne l'ai jamais regrettée, pas une seule fois, parce que je pense qu'il fallait quand même donner un grand coup de pied dans la fourmilière de cette société machiste et patriarcale. Il faut s'en sortir. Et vous ne saviez pas que ça allait prendre cette ampleur? Non, pas du tout. Ni de-delà de nos frontières non plus. Parce que pour nous,
spectateur de ce qui s'est passé. Judith Perrignon, je me tourne vers vous. C'est là où ça a basculé. C'est là où c'est devenu un procès historique. Ah oui, tout à coup, on entend, on rentre dans cette salle d'audience, on entend raconter, et on comprend le cérémonial, la drogue, la nuit, le mari qui ouvre. Alors ces hommes disaient qu'ils n'avaient pas compris, mais quand on lisait les comptes rendus de la presse et quand on revisite ça, on sait bien qu'ils voient une femme. Oui. J'ai moi-même vu ces vidéos au procès d'appel de Nîmes et elles sont terrifiantes et il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc oui, on découvre l'horreur. Oui, à ce titre, effectivement, on a beaucoup insisté sur la figure de Dominique Pellicot, mais il faut rappeler quand même que ce procès, c'est pas seulement le sien, mais celui de 50 autres accusés que vous appelez criminels ou salopards dans ce texte, qui seront tous, je l'ai dit, jugés coupables des faits qui leur sont reprochés à l'issue d'un procès de 3 mois à Avignon. Ces hommes, Gisèle Pellicot, qui vous ont violé alors que vous étiez inconsciente, vous les avez vus se succéder à la barre, très proches en réalité, dans ce tout petit théâtre en fait, qui était la salle d'audience. Vous les avez regardés. Qu'est-ce que vous avez vu dans leur regard? Il y en a beaucoup qui m'ont défié du regard, jusqu'à temps que je baisse les yeux. Je n'ai jamais baissé les yeux, c'est eux qui ont baissé les yeux. Ces individus étaient âgés de 22 ans à 70 ans, de toute catégorie socio-professionnelle. C'est en dit long aussi sur ces individus. Alors, on dit que ce sont des hommes ordinaires, des messieurs tout le monde. Bien sûr que non, ce ne sont pas des messieurs tout le monde. Ils étaient venus vraiment dans l'intention de venir violer une femme. Qu'est-ce qui vous a frappé dans leurs témoignages, quand vous les avez écoutés? Leur lâcheté. Leur lâcheté, c'était effrayant. Incapables de dire ce qu'ils avaient fait? Non, quand le président leur demandait « Avez-vous eu le consentement de Madame Pellicot ?» Non. « Avez-vous violé Madame Pellicot ?» Bien sûr que non, je n'ai pas violé Madame Pellicot. Leur lâcheté ou leur déni? Les deux, je dirais les deux. Le déni sûrement, mais leur lâcheté aussi. Parce que quand on montre les vidéos, ils nous disent qu'ils sont sous l'emprise de M. Pellicot. On voit très bien qu'ils ne sont pas du tout sous l'emprise de M. Pellicot. Et ça chuchote. On les entend chuchoter. Il faut savoir aussi qu'il fallait qu'ils se lavent les mains à l'eau chaude, qu'ils ne soient pas parfumés, qu'ils n'aient pas fumé. C'était le protocole qu'ils devaient avoir avant d'arriver chez moi. Ça, vous l'avez appris plus tard? Je l'ai appris plus tard. Mais ce qui était terrifiant dans tout cela, c'est de se dire qu'il n'y en a pas un seul qui est allé dénoncer M. Pellicot. Ne serait-ce qu'une lettre anonyme ou un coup de fil anonyme. Tous sont venus en pleine conscience. D'ailleurs, vous dites que quand certains sont venus vous présenter des excuses, vous ne les avez pas acceptées. Il y a eu un avocat qui m'a dit « Mon client vous demande pardon ». Je lui ai dit « Écoutez, maître, je n'accepte pas son pardon. Parce que s'il avait été dénoncé, M. Pellicot, peut-être que j'aurais accepté son pardon. » Pour la plupart, vous pensez qu'ils ont compris? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y en a qui ont compris. Il y en a quelques-uns qui ont reconnu qu'ils étaient venus, qui savaient que j'étais sédatée, à un point où on voit cette femme inerte. D'autres n'ont pas reconnu. Quand on voit la personne qui a fait appel au mois d'octobre de l'année dernière... Le seul, d'ailleurs. Qui a fini par être condamné. Voilà, il y en avait 17 qui avaient fait appel, il n'en restait plus qu'un. Il est arrivé le 6 octobre dans cette salle d'audience, disant qu'il n'avait jamais violé Mme Pellicot, c'était lui la victime. Et bien sûr, quand j'ai pris ma prise de parole à la barre, je lui ai dit que depuis 1 an, il n'avait fait aucune introspection sur lui-même. Il n'avait toujours pas compris ce qu'était un viol. Pour lui, le viol, c'était avec violence dans un parking. C'était ça pour lui, le viol. Et c'est là, parce que vos mots sont terribles, c'est là où je me tourne vers vous. Au fond, Judith Perrignon, est-ce que la honte a changé de camp quand on entend ce témoignage-là? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, pour qu'il y ait tant d'hommes qui toisent encore, ils sont au bord de comparaître, ils toisent encore Gisèle, il faut que la société qu'ils se sentent autorisés par la société à se comporter comme ça. Donc, Précisément. Parce que ce dont on n'a pas parlé, ou du moins très vaguement, c'est que vous avez été confronté à une violence assez inimaginable de la part de la défense, de la part des avocats de la défense. En quoi c'était violent? Qu'est-ce qui s'est passé, Gisèle Pellicot? Ce qui était violent, c'est d'entendre dire que j'étais suspecte, que j'étais forcément consentante, que j'étais complice, que cette femme n'avait pas pu ne pas se rendre compte de quoi que ce soit. Alors que quand on voit les vidéos, on voit bien que cette femme, elle est anesthésiée. Il y a plus de vie. Il faut voir comment ils me malmènent dans les vidéos, qui sont tellement insoutenables. Et quand vous entendez ça? On a envie d'hurler. Il y a des moments où on a envie d'hurler, mais naturellement, je ne leur donne pas ce plaisir. Je veux rester très droite, très digne, de montrer que ça ne m'atteint pas tout ce qu'ils peuvent essayer de me déstabiliser. Parce qu'en fait, on essaye de me déstabiliser et de se dire, à un moment, elle va craquer.
Et Vous vous souvenez d'un moment où vous avez failli craquer? Oui, je suis sortie, je crois, 2 fois de ces salles d'audience. Une fois, quand il y a une des avocates dire, vous savez, quand on voit la vidéo de Madame Pellicot, on se rend compte que son bassin bouge. Alors là, j'ai pas pu. Je me suis levée, j'ai quitté la salle d'audience. Et surtout que l'expert qui était venu à la barre avant avait dit que le corps de Mme Pellicot, pendant les viols, souffrait. Que c'était des réflexes de douleur. Et elle osait dire que, vu la vidéo, son client pensait que c'était du plaisir. Je suis sortie. Pour moi, c'était intolérable d'entendre ça. Et je suis sortie, je crois, une deuxième fois, quand un des accusés a dit, vous savez, moi, on était en période Covid, je n'avais pas le temps de faire mon marché, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main. Je suis ressortie une deuxième fois. Vous avez parlé tout à l'heure des larmes de Gisèle en écrivant ce livre avec vous, et précisément pendant les audiences, Gisèle Pellicot, vous le racontez, vous n'avez pas pleuré. Et cette absence de larmes, certains avocats de la défense l'ont d'ailleurs utilisée contre vous pour minimiser le traumatisme. Comment vous l'avez vécu, ça? Parce que je ne renvoyais pas l'image de la bonne victime. Oui. La bonne victime, forcément, va s'écrouler. Il faut qu'elle soit dépressive, il faut qu'elle soit suicidaire, il faut qu'elle craque, il faut qu'elle pleure. Moi, non, je leur ai pas donné ce plaisir. J'avais décidé qu'en prenant cette décision, je l'assumerais jusqu'au bout, même si ça serait difficile. Bien sûr que ça n'a pas été facile. Mais pas une seule fois, j'ai craqué. Le soir, je rentrais chez moi, bien sûr, j'étais épuisée parce que les journées étaient longues et épuisantes. Mais j'ai tenu. J'ai voulu avoir, j'avais cette force en moi, mais je voulais aussi la transmettre aux autres. Ces femmes qui m'attendaient. Parce qu'il faut savoir que toutes ces femmes qui rentraient dans la salle des pas perdus, parce que toutes n'ont pas pu rentrer, il y avait une salle qui était réservée au public et la salle d'audience était toute petite. Donc leur présence dehors apaisait pour moi ce qui se passait à l'intérieur. Elles m'ont donné une force incroyable, ces femmes. Puis vous avez reçu des lettres aussi, Oui. vous nous l'avez dit, des lettres de soutien, des lettres de femmes notamment, qui vous racontaient leur histoire. Oui. Ces lettres, vous écrivez qu'elles vous ont offert la possibilité d'écouter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'écouter parce que je pense que la plupart de ces femmes se sont identifiées à mon histoire et ça fait aussi écho à leur souffrance. Et quand tous les soirs je rentrais, j'ouvrais les lettres et elles se confiaient à moi. Et je découvrais des vies difficiles aussi. Des femmes qui n'osaient pas quitter leur mari, des femmes qui étaient violées. Il faut savoir que le viol conjugal, on en parle peu, mais ça existe encore aujourd'hui. Donc elles se confient, elles sont, ouais, je suis leur confidente. Mais il y a eu des fois où j'étais obligée de ne plus les lire parce que je sentais cette souffrance et j'étais comme une éponge qui absorbait aussi cette souffrance. Et moi, j'avais besoin de me protéger aussi. Mais vous vous souvenez d'une lettre en particulier qui vous a touché, qui vous a marqué? Oui, il y en a une en particulier où je crois que c'est une famille où il y a eu une série de viols pour toutes les femmes. Et cette jeune femme voulait changer de sexe, devenir un garçon, pour ne plus subir les viols qu'il pouvait y avoir dans sa famille. Ça m'a bouleversée, ça, bien sûr. Des hommes qui vous ont écrit aussi? J'ai eu des hommes qui m'ont écrit. Et le regard des hommes aussi, je pense, a changé. Parce que moi, j'ai le fils d'une amie qui a 25 ans et il m'a dit, tu sais, j'ai honte d'être un homme quand je connais ton histoire. Oui, vous Je en l'ai parlez dans le rassuré, livre. oui. Et je l'ai rassuré, bien sûr que non, il n'a pas à avoir honte. Parce qu'il n'est pas l'image d'un violeur. Et j'ai essayé aussi de dire, attention, ce qui m'est arrivé, il ne faut pas non plus que tous les hommes se sentent des violeurs. Je dis qu'on est fait pour vivre ensemble. On est fait pour vivre dans l'harmonie. Parce que je pense que tout passe par l'éducation, le respect et l'attention portée à l'autre. C'est ça aussi. Je pense qu'on est aussi dans une société qui cultive le déni. Ça, c'est indéniable. Et toutes les lois qu'on a votées, notamment cette loi qu'on a votée sur la définition du consentement, certes, c'est une avancée indéniable, mais si on ne change pas les mentalités, ça continuera. Il faut que ça passe, il faut que les mentalités évoluent. Quand est-ce que vous avez pris la mesure de l'ampleur sociétale, nationale, mondiale, qui était en train de prendre votre histoire? À quel moment vous vous êtes dit, là, il se passe quelque chose? Vers la mi-septembre. Vers la mi-septembre, quand j'ai vu la presse, déjà, alors je lisais peu la presse, j'essayais de me protéger aussi, mais quand j'ai vu que le rassemblement qu'il y avait eu aussi mi-septembre à Paris, où j'ai senti que toutes ces femmes étaient solidaires avec moi, ça aussi, ça m'a donné une force incroyable. Mais autrement, non, je ne pouvais pas imaginer l'ampleur de ce procès. Et vous Pas une comprenez seconde. maintenant pourquoi elle a tant mobilisé? Oui, parce que je pense qu'il y avait aussi une attente de la part de certaines victimes qui n'ont pas osé parler, qui n'ont pas osé dire « moi aussi j'ai été victime ». Parce que cette honte, elles l'ont encore en elles aujourd'hui. Et ça aussi, il faut qu'elles se disent il faut qu'elles bougent.
Il faut que toutes ces femmes... Parce qu'on m'a demandé si j'étais une féministe radicale. Ouais. Bien sûr que non, je ne suis pas une féministe radicale. Vous écrivez, j'ai peur de heurter certaines féministes, je ne suis pas très radicale. Non, mais parce que j'ai l'âge de mes artères, j'ai 73 ans. Alors bien sûr que... J'aime bien l'expression. Oui, mais c'est vrai. Et je me dis que bien sûr qu'il faut continuer le combat. Il ne faut rien lâcher. Moi, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. Je me suis opposée à ce huis clos par ce procès hors norme. Je pense que c'est aussi une forme de féminisme. Oui. Cette histoire brasse notre violence, notre crasse à peine souterraine, nos traumatismes dormants, nos silences, nos fuites. Elle est le sale reflet de la domination et de la prédation qui structure encore notre monde. Judith Perrignon. Oui, j'aime beaucoup ce mot. Enfin, j'aime beaucoup. Non, le mot prédation, là, on a affaire à des prédateurs sexuels. Je trouve qu'on vit on est gouverné par des prédateurs. Et plus je pense à ce titre, la joie de vivre, je pense que c'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance féroce que ça se passe dans une chambre à coucher ou ailleurs, cette façon de dominer les autres. Cette joie que dégage Gisèle, c'est une forme de résistance et te dire, ils ne nous prendront pas tout. C'est révolutionnaire, la joie. Bien sûr que c'est révolutionnaire. Et ça, je l'ai toujours, je la porte en moi. Mais je souhaite que beaucoup de gens l'aient en eux aussi. C'est important. Je voudrais vous montrer un message que vous avez écrit, une grande historienne, spécialiste des luttes et des combats des femmes, qui me rejoindra sur ce plateau un peu plus tard. Cette historienne qui approche des 100 ans, elle s'appelle Michèle Perrault. Regardez. Chère Gisèle Pellicot, d'abord j'ai été stupéfaite, voire incrédule, horrifiée. Comment est-ce possible? Devant l'abjection, l'amour trahi, le mariage piégé, l'homme qui jouit de la possession d'un corps inerte, endormi, sédaté, mot insupportable, comme mort. Pire encore, corps offert à d'autres hommes, une cinquantaine, qui ont accepté l'offre sans s'en étonner outre mesure, le mari croyant être le maître du corps de sa femme. Gisèle Pellicot, vous êtes une éveilleuse, une lanceuse d'alerte. Vous êtes une victime, mais vous refusez de n'être que cela. Vous provoquez une prise de conscience du système de domination à l'œuvre dans cette dramatique affaire. Votre viol s'inscrit dans un continuum des violences faites aux femmes, aux enfants aussi, aux dominés de la famille, plus encore que de la cité. Votre combat s'inscrit dans une histoire plus longue, MeToo par exemple, par lequel la honte change de camp. Il fait sens. Par votre action, vous restaurez la liberté bafouée pour les femmes, pour les hommes qui refusent ce système, pour tous ceux qui rêvent d'autres rapports de sexe, hétéros ou homo, qui croient que l'amour est possible. Pour tout cela, Gisèle Pellicot, résistante, figure de l'amour, héroïne de notre temps, merci. Historienne Michèle Perrault qui s'adresse à vous, Gisèle Pellicot. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ça me bouleverse, c'est une grande dame, et c'est vrai qu'elle a tout résumé. C'est vrai que le corps d'une femme n'appartient à personne. Et il faut savoir dire non quand on a envie de dire non. Un oui est un oui, un non est un non, bien sûr. Il n'y avait pas trop qu'on parle de vous comme d'un symbole, Non. Gisèle. J'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un de pudique et je suis quelqu'un de discret. L'héroïne des temps modernes, ma fille Caroline, c'est ce qu'elle a dit, je crois, dans un article dans la Tribune la semaine dernière. Je veux bien. Icône, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que je suis plus un repère pour les femmes d'aujourd'hui et dans quelques années encore. Je me tourne vers vous, Judith Perrignon. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Gisèle? Alors j'aime bien le mot d'éveilleuse de Michèle Perrault. Oui. Mais Gisèle, c'est une amie maintenant. Ouais. Voilà, on n'aura plus nos rendez-vous réguliers pour faire ce livre, mais ça y est, on est liés. Ça, on n'a pas expliqué comment on avait travaillé ensemble. Comment? Quand on a décidé d'écrire ce livre ensemble, j'ai souhaité que Judith vienne s'installer à la maison. Je voulais qu'elle apprenne à me connaître, qu'on vive ensemble 24 heures sur 24.
Et voilà, donc elle a connu l'endroit où je vivais, l'endroit où j'ai vécu avant, parce que j'ai changé maintenant que j'ai un compagnon dans ma vie. Jean-Loup, qui est très Jean-Loup. présent dans le livre. Voilà, voilà. Ça aussi, il faut se dire que tout est permis, même à 73 ans, on peut encore aimer. Ça, c'est très important de le souligner aussi. Et puis, on est allé marcher sur la plage, dans la forêt. Je voulais vraiment qu'elle voie comment j'étais confrontée aux éléments, comment je fonctionnais, cette joie de vivre aussi, et comment je préparais aussi les petits déjeuners. Parce que ce livre démarre aussi comme ça. Voilà. En tout cas, la vérité, c'est que vous êtes un symbole, que vous le vouliez ou non, Gisèle Pellicot, un symbole dont sont emparés les féministes du monde entier, mais pas seulement. Dans quelques jours, vous ferez les unes de certains des plus grands journaux. Le New York Times Magazine aux États-Unis, le Spiegel en Allemagne, El País en Espagne. J'en passe. On vous verra également sur la BBC ou sur CBS. Au Royaume-Uni, le lancement de votre livre est porté par les comédiennes Kate Winslet et Emma Thompson. On a parlé de vous à un moment donné pour le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ça fait à un moment donné? Ça fait pas peur? Non, parce que vous savez, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Je sais qui je suis aujourd'hui, j'ai les pieds sur terre. Et je reste une femme ordinaire qui s'est opposée au huis clos, tout simplement. C'est ça, Gisèle Pellicot. Comment vous envisagez la suite? Entre nous, après la publication de ce livre, qu'est-ce que vous comptez faire? De quelle manière souhaitez-vous poursuivre votre mission? Je serai toujours à l'écoute des femmes qui voudront me rencontrer, bien sûr, mais j'aspire aussi à avoir une vie apaisée et sereine. J'ai besoin aussi de ça, aujourd'hui. D'être entourée des gens que j'aime et qui m'aiment. Votre famille, par exemple? Ma famille, bien sûr. Cette mission d'écoute des femmes, vous l'amènerez un jour avec vos enfants? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Peut-être que mes petites filles qui vont grandir, qui sont adolescentes, elles sont un peu jeunes pour le lire, ce livre. Je pense que ce livre, il parle à toutes les générations, des femmes et des hommes aussi. Donc peut-être qu'un jour, mes petites filles découvriront qui est leur grand-mère. Aujourd'hui, elles connaissent Maminou, Mamie, mais elles ne savent pas qui est Gisèle Pellicot. Parce que le livre, là où il est quand même bouleversant, il faut le dire, Judith Pérignon, c'est qu'il évoque le fait qu'un lien n'a cessé de se distendre dans votre famille, avec deux de vos enfants, notamment David et Caroline. Qu'est-ce qui s'est passé, au fond? Je pense qu'il est faux de croire que le drame rassemble une famille. Je pense que c'est une déflagration qui a tout emporté. Et chacun, aujourd'hui, essaie de se reconstruire comme il peut. Il nous faut du temps. Et chacun son rythme. Moi, j'ai trouvé le mien. Caroline, ça y est, elle est plus apaisée. On s'appelle aujourd'hui. Ah, vous parlez? On a repris rendez-vous ensemble. J'espère que les choses vont s'apaiser pour elle. Pour David, ça demande un peu plus de temps. Je respecte ses silences. Parce qu'il faut du temps pour guérir, il faut du temps pour cicatriser. Des fois, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé et de savoir ce qu'on veut en faire. Moi, j'ai voulu mettre, avec toute cette bouche, j'ai voulu mettre de la couleur dans ma vie. Pour mes enfants, c'est sûrement différent parce qu'ils n'occupent pas la même place. Moi, j'ai choisi de vivre avec M. Pellicot. Eux n'ont pas choisi leur père. Donc la place est différente pour eux et je pense que le chemin sera un peu plus long. Mais la plainte que votre fille a portée contre Dominique Pellicot, par exemple, et qui, selon elle, prend la poussière, vous la soutenez dans cette démarche, votre fille? Caroline, il y a ce doute, bien sûr, qui la condamne à un enfer perpétuel. Elle attend des réponses de son père. Aujourd'hui, j'essaierai de l'accompagner du mieux que je peux. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faut pour que les choses s'apaisent, justement parce que je crois au souvenir, à la trace qu'il laisse en nous, à l'amour infini que j'ai donné et reçu de mes enfants. C'est ce que vous écrivez. C'est beau quand même. C'est beau, l'amour d'une mère pour ses enfants. Ouais, c'est ce lien aussi plané sur notre travail d'écriture, évidemment, parce que les enfants ont la tentation de faire le vide. Pour eux, quelque chose s'est effondré et ils préfèrent faire le vide. Alors là où Gisèle a besoin de sauver quelque chose de cette histoire. Et moi, je pense, et là encore, ça rejoint des processus qu'on a tous dans nos familles, c'est que j'espère, et je le disais souvent à Gisèle quand elle était triste de ça, que ce livre leur permettra d'entendre mieux la voix de leur mère. Nos parents nous ont très peu dit. On ne prend pas le temps d'expliquer qui on est à ses enfants. On pense qu'on les encombre. Là, il le fallait. Il y avait une urgence absolue à le faire. Et je pense qu'ils connaissent l'histoire de leur mère, mais formulée comme ça, peut-être pas. Et vraiment, le but, un des buts de ce livre, est effectivement de transmettre à beaucoup de gens, mais aussi pour Gisèle, à ses enfants. Ouais. C'est à eux que vous écriviez aussi? Bien sûr, ce livre est dirigé vers eux aussi, bien évidemment. J'espère qu'ils trouveront les réponses. J'ai envie de lire la dernière phrase de votre livre. « Si je n'aime pas, c'est le vide qui gagne et je ne suis rien. »
C'est très fort parce que vous terminez justement par l'amour, Gisèle Pellicot, comme s'il vous guidait tout autant que la joie de vivre. C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'aimer. La rencontre que j'ai faite est incroyable parce que je n'avais pas imaginé une seule seconde retomber amoureuse, ni même en avoir envie. Mais je crois qu'il y a des connexions dans l'univers où j'ai rencontré cet homme et qui lui aussi a vécu des épreuves et ça a changé nos vies. Je voudrais vous remercier, Gisèle Pellicot, C'est moi pour qui cette vous parole. Merci également, Judith Pérignon. Je vous applaudis. Merci.